connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans notre précédent épisode consacré à la saison 2 de Newport Beach, il s'agit d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Comment tu vas ? Ça va super bien, je suis à côté de mon sapin, là, près de mon feu de bois, j'attends le Père Noël. Oui, pour cette dernière de l'année, on passe en mode Noël et ainsi on a choisi de vous parler de la mini-série norvégienne Tempête de Noël disponible sur Netflix depuis le 16 décembre dernier. Au casting, Ida Elise Brock, John Højgaarden, Anna Arden et Walter Skarsgård. Que vaut cette nouvelle création de Per Olav Sørensen, à qui l'on doit déjà l'excellente Home for Christmas, sortie en 2019? Des éléments de réponse à cette question et à plein d'autres, juste après un extrait de la bande-annonce de Tempête de Noël. C'est bientôt Noël. Qu'est-ce que t'aimerais pour Noël? Un sac à main Burberry. Tous les salons privés de l'aéroport sont fermés aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va devoir traverser le terminal et passer tous les contrôles de sécurité. Et on n'a pas le choix aujourd'hui. Que veux-tu pour Noël cette année? Un sac à main Chanel et un iPhone. Tu sais qu'un sac à main Chanel, ça coûte plus de 20 000 couronnes. Oui. Tu crois pas que le Père Noël va dire non? Il a pas le droit de dire non. Joyeux Noël, sale gosse. Vous devez faire la queue par ici. Non, je ne voyage jamais en classe économique. Aujourd'hui, si. On a bien tous les bagages? J'en ai marre de devoir toujours penser à tout. C'est votre liste de Noël? Je me creuse la tête pour trouver une idée de cadeau pour mon père. Mon fils doit se faire opérer, demain, à New York. Désolée, tous les vols sont suspendus. Mais c'est vous êtes le pianiste. Ils sont pas tendres avec vous. Eh bien, moi, je suis bien content que personne ne vienne ici pour critiquer ma bière. J'ai besoin d'un taxi. Vous voyez les gens qui font la Je queue? vous paierai 100 fois plus que n'importe quelle personne dans cette file. Il y a quelque chose que je voudrais pour Noël. Dis-moi ce que tu veux, en espérant que ça augmentera pas la dette publique du pays. Je veux seulement que mon père et ma mère arrêtent de s'engueuler. Il y a un an, nous vous parlions de Home for Christmas, et d'ailleurs tu tenais à nous toucher quelques mots là-dessus, sur cette série qu'on avait déjà commentée l'année dernière et qu'on avait beaucoup aimée, Hélène. Oui, alors l'année dernière, la spéciale Noël, là, c'était donc sur Home for Christmas, qui est donc une série norvégienne. On avait été totalement subjugués par les paysages norvégiens, les plats norvégiens de Noël. Enfin, c'était une immersion vraiment géniale. Enfin, moi, j'avais adoré. Et cette année, j'avoue que on a hésité, Junior et moi, à vous présenter une autre série pour Noël qui se passait en Allemagne. Mais j'avoue que non, la magie de Noël, c'est vraiment la Norvège. Et quand on a vu que le réalisateur d'Home for Christmas avait récidivé avec Tempête de Noël, on n'a pas pu s'empêcher de mater la série et de vous la proposer aujourd'hui parce qu'elle est vraiment moins immersive, on va dire, au niveau des paysages. Mais quand on entend Junior citer le nom des acteurs, on est tout de suite dans l'ambiance. Oui, ça c'est sûr que pour la prononciation, vous m'excuserez, s'il y a des norvégophiles, je sais pas si ça se dit, faut m'excuser, j'ai pas l'accent qu'il faut. Oui, vraiment, allez écouter notre épisode spécial Noël de l'an dernier sur Home for Christmas. On a vraiment beaucoup aimé cette série, si vous ne connaissez pas. Elle est vraiment magnifique, 2 saisons à son actif. Elle a un ton juste, elle est en effet plus dépaysante que celle qu'on va vous évoquer ici. En résumé, Tempête de Noël, nous sommes en plein mois de décembre dans l'aéroport d'Oslo où une tempête de neige oblige tous les avions à rester cloués au sol. Les personnes venues accueillir leurs proches, celles qui s'apprêtent à rejoindre leur famille pour les fêtes, sans oublier celles et ceux qui fuient leur famille en cette fin d'année, sont tous bloqués dans cet aéroport, ce qui crée un joyeux bordel qui nous amène, nous spectateurs, à suivre les membres du personnel et voyageurs dont les destins se croisent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de devoir apprendre à cohabiter pendant cette longue période de conditions météo désastreuses. Alors Hélène, globalement pour toi, que vaut cette mini-série Tempête de Noël ?
Alors, j'avoue que j'ai regardé cette série, bon, déjà parce qu'on avait ce projet de vous faire une petite émission de Noël, et aussi parce que toi, Junior, tu l'as repéré tout de suite dès sa sortie comme un bon chien de garde que tu es. Oui. Je sais pas trop comment je dois le prendre, Bon, ça. prends-le bien, prends-le bien. Junior, tout de suite, m'envoie des messages et me dit, attention, il y a ça qui sort. Et pourquoi tu as tilté? C'est parce que, un, c'est le même réalisateur que Home for Christmas qu'on a adoré, mais aussi parce qu'il reprend quand même des acteurs qui étaient vraiment géniaux sur Home for Christmas, et en l'occurrence Ida Elisbrock, qui jouait le rôle principal dans Home for Christmas, elle jouait Johanne. Et c'est vrai qu'elle avait eu un rôle dans cette série qui était formidable, et c'est un peu moi ce qui m'a attirée. Je voulais retrouver cette actrice qui est vraiment formidable. En fait, Pers Olav Sorensen reprend d'autres personnes. On a aussi Dennis Toroy qui jouait Thor dans Home for Christmas, donc qui était le père de Johan, si je me trompe pas. Je l'avais bien reconnu, ouais. Je me disais bien que c'était son papa. Sur le premier épisode, j'ai pas tilté tout de suite. C'est après que je me suis dit, mais au fait, c'était le père de Johanne. Voilà, donc là, il reprend aussi donc un rôle dans Tempête de Noël. Et on a aussi Trine, qui est joué par Lynn Verndal, qui était le médecin dans Home for Christmas, la femme médecin qui draguait Johanne et qui lui avait fait un truc dans le bus. Là, tout de suite, tu la situes. Tout de suite. Je me marre parce que si on peut pas en parler, faut voir l'épisode. Oui, faut voir l'épisode. Elle a fait un truc dans le bus et il faut écouter notre émission, et surtout avant de voir Home for Christmas. Petit truc que j'ai à vous dire, on retrouve aussi Walter Skarsgård, comme tu l'as dit, Skarsgård. Bon, c'est beaucoup plus dur à dire que c'est difficile à regarder parce qu'il quand même, la famille Skarsgård, on n'est pas déçus. Allez, c'est parti. Ouais, voilà, 6 enfants, 4 acteurs. On a Alexander qui est Tarzan, True Blood, Big Little Lies, le plus âgé. Ensuite, on a Bill, le clown de ça. Ça. Voilà. Après, on a Gustave qui est Loki de Viking. Et il y a encore un frère et une sœur. Donc, une famille dont le père est acteur aussi. Enfin, c'est une famille formidable, quoi. Dans l'ensemble, est-ce que tu as passé un agréable moment malgré tout? Bah oui, tu vois, le casting, moi déjà, j'ai trouvé ça canon. Enfin, rien que le casting, ça m'a incité à vraiment regarder jusqu'au bout. Et chaque épisode se termine d'une façon qui te donne envie de voir la suite en plus. C'est ça qui est sympa. C'est construit de cette façon-là. Donc, il y a toujours un petit truc à la fin qui fait que tu as envie de voir le suivant. Bon, c'est pas non plus Home for Christmas, j'avoue, c'est pas du même niveau, mais d'ailleurs, tu sais qu'il y aura pas apparemment de saison 3 pour Home for Christmas. Non, parce que, bah, tu sais quoi, la sortie de celle-ci, de Tempête de Noël, a clairement fermé la porte, quoi, au retour de... Parce qu'on retrouve l'héroïne, justement, dans une autre série de Noël. Donc pour moi, le chapitre est clos. Et juste une précision pour nos auditrices et auditeurs qui aiment beaucoup aussi Home for Christmas, je l'ai su par Hélène d'ailleurs. Tu veux en parler peut-être? Il y a un remake. Enfin, un remake, non, c'est carrément un copier-coller. Enfin, moi, j'ai regardé les 10 premières minutes. Ils ont fait une nouvelle série qui s'appelle Je déteste Noël. Donc, ça se passe en Italie. L'héroïne est italienne. Et au bout de 5 minutes, on a exactement les mêmes scènes que dans Home for Christmas. Donc, moi, j'ai arrêté tout de suite. Apparemment, la série est bien. Les gens ont aimé, mais si vous l'avez vu, jetez un œil à Home for Christmas. C'est la même chose, mais en Norvège, et c'est l'original. Elle s'appelle pas Johanne, elle s'appelle Jana, l'héroïne, mais c'est le même prénom, hein. Et elle est aussi infirmière? Oui. Oh, vraiment, c'est CTRL-C, CTRL-V, quoi. Ah, Bon, mais c'est exactement la même chose. Les 5 premières minutes, tu la retrouves à table entre les jumeaux, quoi. Oh, merde, ok. Bon, ce sont pas foulés. En tout cas, on vous laisse vous faire votre propre choix, hein. Dans le catalogue Netflix, il y a de quoi faire, hein, au niveau des sorties Noël. Donc c'est pas au niveau d'Home for Christmas pour toi, hein. Non. Ok. Je vais essayer de pas faire trop long. Moi, c'est une série devant laquelle, ne me demandez pas pourquoi, j'étais plutôt hermétique au départ, mais vraiment. En fait, dans les premiers épisodes, on nous pose des personnages, pour certains, qui sont tellement antipathiques, et parfois proches de la caricature dans la méchanceté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Alors on se doute qu'il y a une bascule qui va s'opérer, qu'ils ne sont pas aussi méchants que ça, qu'il y a des failles. Voilà, enfin, je pense à la femme qui trompe son mari, etc. Mais je
Je sais pas, j'étais vraiment hermétique pendant 2 épisodes. Même quasiment, on peut inclure le troisième. Et à partir de la seconde partie, quand on a vraiment eu le temps d'explorer chacun des personnages, ça va un peu mieux. Cette série chorale devient un peu plus touchante, un peu plus chaleureuse que dans sa première partie. C'est pas mal, c'est mignon. À la fin, ça réchauffe le cœur. Mais avant que ça réchauffe le cœur, j'ai trouvé ça profondément froid, sans faire de vilain jeu de mots. Donc j'ai mis un peu du temps à y rentrer. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Bah, elle aurait dû être à Londres à l'heure qu'il est. On peut pas garder les animaux ici indéfiniment. T'as pas pu joindre son propriétaire? Non, je dois appeler les autorités sanitaires. Un employé viendra la récupérer et puis il l'emmènera dans un chenil à Ullensaker. Dans un chenil? Ouais. Combien de temps elle va y rester? Je sais pas. Mais j'ai regardé un super documentaire qui révélait les coulisses d'un chenil comme celui-là aux États-Unis. Et bah, là-bas, figure-toi que les animaux que personne venait chercher, au bout de 3-4 jours, ils les emmenaient derrière le bâtiment et... Ouf! Ah, c'était hardcore. Mais... avec les vacances de Noël, t'es sûr que l'agence sanitaire va envoyer quelqu'un? Normalement, elle devrait le faire. Je peux appeler pour vérifier? Non. Laisse, je vais le faire, c'est bon, t'inquiète. Comme tu veux, je te laisse gérer tout seul alors? Ouais. Tu t'occupes de la bestiole. On va détailler un peu tout ça, hein, mais ce qui est marrant, c'est que quand on commençait à en parler rapidement avec Hélène, toi, tu soulignais tu m'as cité tout de suite des références qui t'ont sauté aux yeux quand tu regardais la série. Ouais, alors moi, tu vois, par exemple, le film Love Actually, moi j'ai adoré parce qu'en fait, on prend plusieurs histoires différentes qui finalement trouvent un point commun à la fin. Enfin, il y a quand même des liens entre les gens, on ne le savait pas, on le devine. Donc moi, je m'attendais à des choses comme ça dans cette série. En fait, j'ai pensé tout de suite à Love Actually. Ensuite, je trouve que l'idée de tourner ça dans un aéroport, ça a été tourné entièrement à l'aéroport d'Oslo, à part des scènes en extérieur, bien sûr, que vous découvrirez si vous regardez. Ben, c'est assez sympa. Ça a été tourné, donc, comme tu le disais, Junior, en huis clos à l'aéroport d'Oslo. Moi, j'ai déjà maté comme ça une série, ça m'a pas fait peur parce que ça peut être un peu dérangeant pour les gens quand même, qu'il y ait beaucoup de paysages ou de choses comme ça, que ça bouge, que ce soit varié. Moi, j'ai maté une série The Mist qui est sur Netflix, il me semble, ou qui n'y est peut-être plus, mais en tout cas, il me semble que je l'ai vu passer il y a pas très longtemps. C'était une reprise de Stephen King, La Brume, une nouvelle de Stephen King, qui avait été réalisée par Franck Darabont, qui avait aussi fait un film. Il avait fait le film en 2007, il a fait la série en 2017, et ça se passe dans un supermarché, avec beaucoup de brume autour. Et je me suis retrouvée, tu vois, entre Love Actually et The Mist, parce qu'effectivement, là, il y a de la neige autour, c'est une tempête de neige, et The Mist, c'était le brouillard, quoi. Et en huis clos dans un supermarché. Donc, il y avait des rêves positifs, donc ça a marché tout de suite sur moi, cette série. D'accord. Ouais, parce que souvenez-vous, hein, pour les fidèles d'entre vous, Hélène nous avait parlé de sa claustrophobie. J'y ai repensé. C'était lors de notre épisode consacré à Vigile, une série dispo sur Arte, qui aura une saison 2 d'ailleurs. Oui, j'ai repensé à ta claustrophobie. Je me suis dit, oula, même si l'espace est immensément grand, vu le trafic qu'il y a, hein, le nombre de visiteurs se compte en millions chaque journée, je me suis dit, ça va peut-être être un peu étouffant pour Hélène. Non, ça se passe pas dans un ascenseur non plus. Non, mais le fait qu'on tourne en rond dans les mêmes pièces sans arrêt, tu sais, toi déjà qui n'aimes pas les sitcoms où c'est tout le temps les mêmes pièces, les mêmes lieux qui se succèdent, là c'est pareil, c'est le coin du Père Noël, c'est l'accueil au central, tu sais, c'est souvent les mêmes lieux qui reviennent dans cette série. Non, c'est assez sympa, c'est pas trop Noël d'ailleurs dans l'ambiance, et c'est les acteurs qui eux-mêmes mettent l'esprit de Noël, c'est ça qui est pas mal aussi. On n'a pas les décors de Home for Christmas, ça c'est sûr, hein. Ça me manque un peu justement ce côté des paysans. Dans les références que j'ai noté 10% dans tout ce qui concerne l'histoire d'Ida. Donc Ida incarnée par Ida Elise Brock, parce que il y a ce lien entre le talent et son agent. Son attaché de presse, agent, elle fait un peu tout. Et puis j'y ai vu aussi un peu d'Amélie Poulain avec ce personnage du monsieur qui veut aller à Malaga et qui passe son temps à réparer un peu, à aider les autres autour de lui en fait. La roue de la valise d'une jeune femme qui a fait une liste pour son père, on va revenir sur le personnage. Ou quand il va payer à manger pour une maman espagnole qui doit aller à New York avec son fils.
Après les séries chorales, c'est casse-gueule parce que c'est difficile de s'attacher à tout le monde, mais malgré tout, en toute fin de série, elle y arrive. Mais on va passer tout ça en revue. Juste un rappel, je vous invite à ne plus écouter notre émission à partir de maintenant si vous n'avez pas vu Tempête de Noël et si vous n'avez pas envie d'être spoilé. Voilà, vous êtes désormais prévenus. Alors Hélène, tu as compté combien d'histoires différentes ? Alors moi j'en ai compté 11. 11 arcs narratifs qui mettent en jeu en général 2 protagonistes d'histoire qui sont pas forcément censés au départ entrer en contact ou lier, enfin tisser quelque chose entre eux. Et donc j'en ai compté 11 quand même. Donc c'est hyper lourd, je veux dire, en termes de personnages, quoi, enfin d'intrigue. Oui, et vraiment, on va pas essayer de trop vous noyer sous tous les noms de tous les persos qu'on croise, mais on va essayer peut-être, sans détailler autant que les épisodes sur Outlander ou The aussi, mais de vous raconter un peu ceux qui nous ont le plus marqué, que ce soit en bien ou en mauvais. J'aimerais beaucoup que tu nous cites les trames que tu as préférées et celles que tu as le moins aimées, et bien sûr j'intercalerai les miennes entre-temps. Alors moi, une des trames que j'ai beaucoup aimées, c'est Henrik et le chien. Évidemment. Évidemment, le petit chien, ça y est, t'as fait fondre. Oh, donc c'est Walter Skarsgård, j'adore cette famille d'acteurs, donc déjà c'est le petit jeune qui joue ce rôle, et puis le petit chien, non mais vraiment, mais j'ai adoré cette histoire, voilà. Donc vous allez voir, il y a plein de petites histoires dans cette série, et elles sont toutes, enfin on peut pas vous dire vraiment comment ça se finir, mais c'est vraiment la réunion de solitude en fait. Moi je l'ai vu comme ça, tu vois, toutes les trames là, pour moi le point commun à toutes ces histoires, c'est rompre la solitude. Et donc on a Henrik, c'est un gars qui est en fait qui s'occupe des bagages dans le hangar de l'aéroport, qui découvre un chien qui a loupé évidemment son avion, enfin sûrement que voilà quoi, le chien est resté là, et il y a une super histoire de deux solitudes qui se rencontrent. Juste un petit mot vu qu'on parle de la thématique de la solitude, je tenais juste à saluer, avoir une pensée toute particulière pour les gens qui seront seuls pendant les fêtes ou qui iront travailler, parce qu'il y a des gens qui travaillent, ça parlera à Hélène, travailler pendant les fêtes. Donc on a une pensée toute particulière pour vous et on vous embrasse très fort. Pour ceux qui sont loin de chez eux. On va pas chanter... Comment ça ? Oui, c'est vrai que c'est vraiment le dénominateur commun de beaucoup d'arcs narratifs dans la série, la solitude et comment elle peut être vécue de façon totalement différente. Par exemple, cet enfant, Kaya, et donc c'est une enfant unique, et elle est au milieu de 2 parents qui n'arrêtent pas de se prendre la tête. Ça crée chez elle des envies d'être seule, plutôt que d'assister à l'embrouille de ses parents de façon permanente. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la série, pour le coup je vais la défendre, c'est de parler d'une solitude parfois que l'on subit. Par exemple, ce monsieur qui un peu façon Amélie Poulain, là, erre dans l'aéroport et aide les autres, celui dont je vous parlais juste avant, et une solitude qu'on choisit quand cette petite fille fuit ses parents, parce qu'elle veut plus les entendre s'engueuler, etc. Et elle préfère se réfugier auprès d'un homme qui ne parle pas et qui se balade dans l'aéroport ou pour discuter avec le Père Noël. Et ça, j'aime beaucoup en fait ce rapport-là de solitude. Enfin, la façon dont c'est écrit, cette solitude subie, cette solitude choisie, comme avec le personnage de l'avocate par exemple. Oui, l'avocate, elle, c'est une solitude voulue, mais Henrik et le chien, Henrik aussi, en fait, veut être seul. Je pense que c'est le contact avec les humains et qui est décrit, là, son incapacité à établir des relations avec les humains, quoi, tout simplement. Je pense qu'il aime la solitude, il le dit. Et l'avocate dont tu parles, elle, c'est parce que, en fait, elle est imbuvable et je pense qu'elle a des grosses difficultés aussi de communication. C'est clair, elle est virulente tout le temps, elle est odieuse. Elle doit rejoindre Londres, donc elle fait tout pour traverser à un moment donné le pays et attraper... C'est un ferry qu'elle veut attraper ? Non, c'est la femme qui trompe son mari qui veut attraper le ferry. Elle veut attraper un vol, je sais plus où. Un vol, mais elle doit traverser le pays, voilà. Et oui, elle est odieuse avec le taxi qui l'emmène. C'est une femme qui a de la poigne, qui a beaucoup d'argent, qui est très lookée en mode businesswoman, et qui sait ce qu'elle veut, quoi. Elle lâche rien, comme un avocat parfois dans une plaidoirie ne lâche rien et balance des coups pour arriver à ses fins. J'ai bien aimé ce personnage, pour le coup je le trouvais profondément détestable, mais toute l'humanité qui émane d'elle,
dans la seconde partie de la série est beaucoup plus intéressante à explorer, mais malheureusement on doit passer par une phase très caricaturale qui m'a fortement déplu. Heureusement que dans les 4, 5, 6 c'est beaucoup mieux. Tu te fous de moi? Comment ça, t'as pas besoin de moi pour la réunion? Quoi? C'est pas comme si je pouvais changer la putain de météo, Jim. Je suis pas Dieu. Oui. Bien sûr, je vais faire aussi vite que je peux, mais je suis coincée, là. Je vais devoir vous demander de baisser d'un ton. Vous gênez les autres passagers. Va te faire foutre, Jim. T'as aucun droit de me menacer comme ça. Quoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. Je serai obligée de vous demander de sortir si vous continuez à faire autant de bruit et à importuner les autres passagers. Je les empêche de savourer votre piquette dégueulasse. Mademoiselle. C'est madame, putain, pas mademoiselle. De toute façon, je veux pas rester. Quel salon de merde. J'ai eu ma dose de cabillaud norvégien. Vous faites chier avec vos atterrissages d'urgence. Je vous demande pardon? Mais oui, en fait, t'as les personnages qui se dévoilent au fur et à mesure. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, c'est très cliché au premier épisode, et en fait, tu te dis, c'est pas possible qu'on en reste là. Et en fait, les personnages se dévoilent, on les découvre à chaque épisode, comme par exemple Ida, la musicienne, qui est jouée par Ida, Ida, c'est son vrai prénom, l'actrice, qui jouait Johanne dans Home for Christmas. Alors elle est aussi détestable comme l'avocate, et franchement, j'étais tellement déçue, parce que j'adore cette actrice, je l'ai adorée dans Home for Christmas pour sa douceur, pour sa sympathie, et là, elle est grimée, enfin, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait, elle est tellement imbuvable dans Tempête de Noël, que j'étais, au début, je t'avoue, hyper déçue qu'elle fasse partie des personnages détestables. Pareil, son côté lumineux, son côté bonne patte, son côté adorable en tant que Johanne dans la série précédente était tellement bien écrit et fort que tu te dis, ah merde, allez, ils ont joué la carte du contre-emploi. Ah, en plus, elle a un look improbable façon années 80, une espèce de mulet. Ah oui, c'est vrai. Ah, les cheveux. De tenue en léopard. L'horreur totale. Et elle est affreuse. Donc, tu vois, dans les personnages, en fait, on découvre des personnages mais complètement super sympas. Chien, la petite gamine Kaya, qui est super mignonne et qui est vraiment gentille et super mature. Et à côté de ça, on a d'autres, l'avocate, donc la chanteuse, là, qui sont mais imbuvables. Ouais. Et ça a failli me faire sortir de la série, hein, d'ailleurs, la façon dont elle parle. Il y a une présence de l'impolitesse que je trouve assez importante, quoi. Et c'était déroutant. Dans le salon VIP, tu sais, donc l'avocate qui a ce comportement super irrespectueux, le commandant de bord également. Ah ouais, alors lui est confronté à la rêveuse, quoi. Moi, j'ai mis le commandant de bord, hyper pragmatique, sceptique, et qui rencontre une rêveuse, mais super mignonne, super gentille. Et t'as vraiment une confrontation entre des comportements vraiment détestables et des gens adorables. Je trouve que l'équilibre est bon dans la série. Par rapport à ça, tu sais, le nombre de personnages, enfin, la confrontation entre le rêve, l'esprit de Noël, et de l'autre côté, les gens qui sont un peu comme ça, je sais pas comment on peut dire, aigris, blasés. Enfin, je sais pas, je me suis dit, le mélange des genres, c'était pas mal quand même. Il y en a d'autres que tu veux citer parmi tes préférés? Ouais, le barman, j'ai adoré le barman, parce qu'il était bienveillant et tout, dans les personnages super sympas. Il y a lui aussi qui était super bienveillant, super gentil. Un peu comme le gars dont tu parlais qui va à Malaga, qui est déjà en short en plein hiver Oui. à l'aéroport d'Oslo. Le mec est en short déjà prêt pour Malaga, qui répare les valises des autres et tout, qui est super bienveillant comme le barman. Enfin, on a vraiment des choses comme ça, rafraîchissantes aussi quand même, quoi. Oui, il y a une trajectoire. En fait, c'est là où la série perd des points. C'est très touchant, hein, l'histoire de... Il me semble que c'est Marius, son nom dans la série. Le barman, oui. C'est très touchant, mais je vous dis, ils sont très nombreux. J'ai pas retenu tous les noms, faut m'excuser. Mais il est très touchant, mais malheureusement, dans l'écriture, tu devines tout. C'est-à-dire que tu devines et t'as compris qu'il est malade. Et vraiment, l'épisode de révélation avec cette fille qu'il n'a jamais connue et tout, quand il raconte son histoire... Je sais pas toi Hélène, mais c'était pas difficile à deviner que... Ouais, j'avais un peu deviné aussi quand même, parce que elle, personne n'en parle, on sait pas ce qu'elle fout là. Enfin, il y a quand même des petites énigmes aussi là-dedans. Et alors par contre, moi, une énigme pour moi qui est restée complètement... Enfin, je l'ai pas comprise, j'ai pas trop vu le lien. C'est
La première scène commence par un Père Noël, mais complètement bourru. Le gars, il arrive, il vient faire le faux Père Noël. Il a un look, mais improbable de Père Noël aussi. Franchement, je sais pas si ça se passe comme ça en Norvège, mais enfin, le Père Noël, moi, je pensais qu'il avait le même look partout, mais je sais pas. Oui, c'est une bonne question qui soulève un point aussi, celui de la diversité. Parce que là, on a un Père Noël jeune, trentenaire, noir, avec une barbe blanche. Après, la série est très diverse, hein. Comme je le disais, on a un couple mixte ou interracial selon le vocabulaire de chacun. Prenez celui que vous voulez. Ouais, ça m'a frappé ça aussi. Il y a même un membre du personnel asiatique. Il y a des Suédois, des Danois, alors qu'on est dans une série norvégienne, tu vois. Donc il y a de la diversité à tous les étages en fait. Mais alors, le Père Noël, toi, t'as compris en fait j'ai pas trop compris. Autant les autres, il y avait des arcs narratifs aboutis où on a compris où on allait. Autant lui, j'ai pas compris quoi. Je suis d'accord. En plus, c'est lui qui clôt la série parce que l'aéroport est quasiment vide. On le voit, on a une prise de vue de l'aéroport qui est très large. L'aéroport est quasiment vide. On le voit seulement lui qui est dans le champ et qui au fur et à mesure avance tout seul. Il a fini sa journée, il sort du champ. C'est lui qui conclut la série en plus. Ouais, ça reste mystérieux quoi. Sa trame est seulement de l'avoir apaisé parce qu'il était très énervé, très en colère. Et il n'écoutait pas les enfants, il supporte pas les enfants. Il y en a quand même un qui lui a fait pipi dessus. Oui, ça c'était assez marrant. Et finalement, il s'adoucit au contact d'un enfant. Peut-être ça aussi qu'il voulait raconter. Enfin, à un moment donné, il sort une carte de visite et on sait pas trop ce qu'il y a dessus. Ses coordonnées, puisque pour l'appeler. Ouais, mais une carte de visite, le mec il fait des remplacements de Père Noël dans un aéroport, il a une carte de visite. Il expliquait qu'il était indépendant, donc c'est ça pour se vendre. À ton avis, pourquoi ils se disputent? Peut-être qu'ils sont frustrés parce que leur vie est pas comme ils l'avaient imaginé. Ils veulent pas blesser l'autre, alors ils expriment jamais leur déception ou leur chagrin. C'est leur colère qui parle à la place. Ils se disputent, ça se passe de plus en plus mal au lit. Ils arrêtent carrément de se toucher. Oh, ah ouais? Vous connaissez Lewis Forsworth? Non, ça me dit rien ce nom. C'est lui qui a écrit « Supposer, c'est le chemin le plus court pour merder ». Ben, je crois qu'il a pas tort. T'en sais des choses. Ils attendent chacun quelque chose de la part de l'autre sans jamais le recevoir. Sauf qu'ils refusent de demander clairement ce qu'ils veulent parce qu'ils estiment que l'autre devrait le deviner. Il y a aussi une autre trame, c'est une femme pasteur qui est dans l'aéroport. Donc elle aide en fait les gens et elle tombe sur un vieil homme qui est perdu et elle aide aussi d'autres personnes. Elle a aidé aussi le gars qui partait à Malaga là, pour Noël. Et elle, elle a quand même, ça aboutit à quelque chose, tu vois. Elle a quand même, quelque part, il y a un objectif à son intervention dans la série, mais le Père Noël, je vois pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais sur la trame du monsieur pour Malaga, c'est peut-être maladroit dans la façon dont c'est fait, mais c'est très touchant ce lâcher-prise de la pasteur et de ce monsieur. Du genre, vous avez une habitude installée depuis des années et si on l'a cassée ensemble, parce que peut-être que moi aussi j'en ai besoin de casser cette habitude d'aider les gens ici. Ouais, je pense qu'elle est à bout aussi. À un moment donné, on sent qu'elle s'investit tellement dans son boulot. Et tu vois, franchement, cette histoire-là, j'ai trouvé ça tellement inattendu. Par contre, je m'y attendais pas du tout, quoi. Tu vois, quand il disait qu'il partait à Malaga et tout, j'avais pas capté sa vraie histoire à lui. Je me doutais de rien du tout. Et l'interaction avec la femme pasteur, franchement, qui s'appelle donc Ronja, on a quand même des surprises. C'est pas une série où tu t'attends à la fin, quoi. Ronja, ouais. C'est pour ça que j'ai du mal à dire que la série est géniale, parce que c'est un peu les montagnes russes. Il y a vraiment des choses qui sont très touchantes et très bien écrites, et puis d'autres où vraiment tu vois arriver à des kilomètres. En fait, en sortant de là, je me suis dit « Oh Junior, t'es relou, il faut accepter la série telle qu'elle est, c'est un conte. » Voilà, un conte de Noël, où on est soucieux des gens qui nous entourent. Ça, c'est une des qualités de la série. C'est de prendre le temps de parler aux autres, justement, de casser un peu cette solitude, d'apprendre à se connaître les uns les autres dans des conversations informelles, au point même parfois de se confier. Ça, c'est une des forces. Maintenant, malheureusement, dans l'exécution, c'est pas toujours très habile et très adroit pour moi. C'est génial. On échange votre billet. Non. Et on va prendre un billet supplémentaire sur le même vol. À ton nom? Oui.
Donne-moi un siège à côté du sien. D'accord. Sauf, bien sûr, si ça vous dérange. Non, non. Vous avez vraiment l'air affolé. Moi aussi, je suis terrorisée. Mais je suis en contact avec le bonhomme tout là-haut. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Qu'on avait grand besoin de partir en voyage, vous et moi. On en a besoin. Deux sièges côte à côte, rangée numéro 9. D'accord? Le vol part du terminal B, mais si vous vous dépêchez, vous devriez arriver à temps. Ok. Des choses qui vraiment tu t'es dit c'est pas possible de nous servir des trames pareilles. Oui, alors la femme qui trompe son mari. Parce que moi, j'aurais attendu qu'il m'ait ramené à la maison avant d'avouer. Je trouvais ça tellement nul. J'ai dit, elle est bête ou quoi, celle-ci? C'est pas possible, quoi. Enfin, je sais pas. Elle était tombée sur pareil, tu vois, elle a une prise de conscience à un moment donné. Mais enfin, bon, j'ai pas trouvé ça très cohérent qu'elle le dise à ce moment-là, quoi. Elle, pour le coup, c'est l'inverse. J'ai moins aimé la fin, même si on revenait dans les maisons norvégiennes et que c'était cool. Mais j'ai préféré le départ, c'est-à-dire de voir cette femme qui suit ses envies, qui a envie de tromper son mari, se tape un mec, voilà, en prétendant être un voyage d'affaires, parti pour le boulot. Et le fait qu'elle renvoie dans les corps de ce mec en lui disant non mais ouais je suis celle que t'as pu baiser dans les toilettes juste tout à l'heure, mais en fait c'est bon là, je suis redevenue la femme de mon petit copain et j'ai envie de le retrouver, donc viens pas me faire chier. Ça j'ai trouvé ça intéressant. Donc cette histoire-là était assez drôle. Après, de l'humour, enfin on en a trouvé dans cette histoire. Après, dans les autres, moi, j'ai pas vu spécialement de l'humour à part l'avocate, qui était un petit peu, bon, c'est un peu drôle, mais j'ai pas vu beaucoup de choses très drôles quand même, hein. C'est pas super comique comme Home for Christmas, où des fois tu tapes vraiment des barres, mais là, c'est pas du tout. C'est plus, il y a plus de l'émotion, comme avec le petit gamin, là, qui doit partir avec sa mère, se faire opérer des yeux aux États-Unis. Il y a un super moment, là, parce qu'il y a aussi une trame entre un gars, donc on en a parlé, c'était Thor, le père de Johanne dans Home for Christmas, qui joue le rôle d'un musicien un peu sur le déclin, qui s'appelle Berg. Ouais, Arthur Berg. Et en fait, ce gars, il fait partie des personnages un peu imbuvables du début parce qu'il veut absolument fumer, il est là, on voit qu'il a du mal à se faire à son manque la fin de son succès, on va dire. Et en fait, lui, il nous offre un truc à la fin, un moment de partage. Et avec le gamin, le discours du petit gamin qui doit aller se faire opérer, là, qui parle à sa mère, là, c'est un grand moment d'émotion, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un super moment dans cet arc narratif-là, au piano, et après, le gamin qui parle à sa mère, là. Franchement, c'est plus basé sur l'émotion, le partage, la solitude, les mystères des uns et des autres. C'est pas comme Home for Christmas où il y a un challenge et où c'est plus drôle, quoi. Puis de régler aussi des conflits personnels, tu vois, on a ce besoin de parler, de s'épancher, ouais, de réfléchir un peu sur la vie. Je sais pas si tu te souviens, quand on posait cette question au barman, tu vois, il y a vraiment aussi de l'introspection. Il y en a à tous les étages. Il y avait une phrase d'ailleurs que j'ai bien aimée, citée par Kaya. J'ai pas noté 50 000 trucs, hein, mais ça m'a marqué. Kaya qui parle de ses parents, qui cite un auteur et qui dit « Supposer, c'est le meilleur moyen de merder ». Ouais, et elle a une sacrée maturité, ouais, la gamine, dans cette série. Parce qu'au lieu que ses parents se disent les choses, ils supposent ce que l'autre pense. Du coup, ça part en conflit, au lieu de se dire les choses. Elle a complètement analysé ses parents, elle parle même du sexe entre ses parents et tout, enfin, un truc de fou, quoi. Tu te dis, mince, c'était elle l'adulte dans le truc, quoi. Les parents passent vraiment pour des gamins, enfin, qui font n'importe quoi, enfin, c'était pas mal aussi, ouais. Ça doit être génial de pouvoir survoler Paris ou Londres ou bien New York et de tout voir de là-haut. Ça doit être magique de faire ce que vous faites. Surtout au moment de Noël, avec toutes les décorations lumineuses. Noël, c'est complètement surfait. Ça a été inventé pour qu'on dépense tout notre argent juste avant la nouvelle année, histoire qu'on passe les 11 mois suivants à rembourser les prêts à la consommation dont on a eu besoin pour acheter la plus jolie montre ou le collier parfait, par exemple. Moi, j'ai hâte de voir à quoi ressemble Paris au moment de Noël. Paris n'est pas plus romantique que Stromstad, même s'ils accrochent 1 million d'ampoules sur la tour Eiffel.
Sous la tour Eiffel, ils se sont regardés et se sont rappelés à quel point ils s'aimaient. Après les vœux de mariage, quand les cloches de l'église ont retenti, ils sont allés jusqu'à l'Arc de Triomphe, près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ils se sont de nouveau promis que jamais de la vie ils ne se sépareraient. Vous êtes une jeune femme incroyablement naïve qui idéalise Noël de façon tout à fait surréaliste. L'Instagram, enfin la jeune demoiselle là, qui fait des stories, je sais pas si elle est Instagrammeuse ou quoi, on n'a pas beaucoup d'infos d'ailleurs sur son passif. Celle qui passe Diana, du temps la dans le rêveuse. salon VIP. Ouais. Alors par contre, le pilote de ligne, faut le dire, super beau gosse, quoi. Allez, Hyper allez. froid, mais beau gosse. Et puis, ouais, la rêveuse, bah, c'était pas mal aussi. Elle était trop romantique aussi. Enfin, tu vois, je trouvais qu'il y avait quand même des moments d'émotion et c'était subtil, mais c'était un beau mélange, quoi. D'accord. Pour toi, finalement, ça s'équilibre. Oui. Ah bah comme quoi. Mais t'as pas pleuré cette fois parce que moi je le dis, hein, j'ai pas de problème à dire que je pleure devant les séries. Bah, moi non plus. Voilà, on est dans les années 2020 les amis, voilà. Mais là non, même pour Home for Christmas c'était pas le cas, mais c'était profondément touchant. Là non. Moi, la scène avec le petit, là, je trouvais ça émouvant, mais de là à verser une larme non plus. C'est pas une mauvaise série, hein. Il y a des éléments qui vont vous cueillir. C'est un conte de Noël, mais qui malheureusement est un peu en mode diesel, quoi. Ça devient vraiment intéressant au fur et à mesure avec le temps. Faut vraiment arriver à dépasser les premiers épisodes. Non, mais tu sais, c'est comme tu disais, comme Love Actually, comme ça, où il y a plusieurs arcs narratifs, tu vas forcément en avoir un qui va t'intéresser plus que l'autre. Donc, ton investissement dans la série, vu que quand on parle des autres trucs qui t'intéressent moyennement, ou tu t'identifies pas, ou ça t'intéresse pas, ou t'as pas envie de savoir la suite, quand tu changes d'arc narratif et que tu pars sur un autre qui t'intéresse moins, tu prends un peu de retrait par rapport à la série en elle-même, finalement. Donc, C'est un peu le piège de ce genre de série, dans lequel, pour moi, malheureusement, parfois, la série tombe. J'ai oublié de dire une chose importante, les acteurs sont formidables. Pourtant, tu sais que c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas toujours bien fait, mais les acteurs, tous, sont vraiment bien. ouais, c'est vrai, à part que moi j'ai été quand même vachement déçue pour l'actrice principale, donc Ida, qui elle, enfin franchement le rôle qu'elle a eu là, enfin ça lui va pas du tout. Je sais pas, je pense que cette nana, moi dans ma tête ce sera toujours Johanne et c'est bien dommage parce que c'est bien joué aussi ce qu'elle fait, mais j'ai absolument pas accroché, j'ai pas du tout eu d'empathie. Je trouve qu'elle jouait bien lors de l'interview, cette confession et cette explication sur toutes les facettes selon les moments et les personnes qu'elle rencontre, et cette souffrance qu'elle a par rapport à sa mère, le fait qu'elle se sente justement sans famille, du coup seule, dans l'amitié aussi avec son agent, c'est pas mal. Et oui, non, on est loin de la qualité de jeu de Yohan, c'est très redondant ce qu'elle fait. Ouais, puis t'as beau dire, je veux dire, Johanne, ça lui allait tellement bien que t'as beaucoup de mal à la replacer dans autre Ouais. chose. Complètement. Mais c'est un peu dommage, en effet. J'ai plusieurs facettes. J'incarne une version différente de moi-même, en fonction de la personne avec qui je suis. Et il n'y a que quand je me retrouve toute seule que je peux laisser la vraie Ida apparaître. Et encore, pas totalement. Mais c'est un peu plus facile quand personne me regarde. Parce que j'ai plus besoin de porter tous ces masques en même temps. Ici, tout ira bien. T'es gentil. Et je crois que c'est bien mon reflet que je vois dans le miroir. Il y a des fois où j'incarne une version qui est presque parfaitement moi, mais c'est seulement quand je suis avec ma famille. Enfin, avec des personnes que j'aime et à qui je fais confiance. Oui, cette comédienne, on peut juste, si vous l'aimez beaucoup, vous pouvez la retrouver également dans la série Lilyhammer, dans la saison 3. Cette série avait été diffusée sur Arte, donc à mon avis sur le Arte, mais côté payant, vous pouvez retrouver les saisons de Lilyhammer, et donc retrouver Ida Ellisbrock. Est-ce que tu as une chose à ajouter sur cette série avant qu'on se quitte ? Par contre, là, le miracle de Noël, oui, on l'a en plusieurs fois, quoi. Enfin,
Je trouve que le thème Noël est peut-être un peu plus important là que dans... il prend plus sa place que dans Home for Christmas, où c'est un contexte. Tandis que là, c'est le miracle de Noël. Enfin, je pense qu'il est bien représenté. Oui, en effet. Une fois que le ciel est dégagé, le miracle de Noël se produit. Non, mais c'est pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis sur Tempête de Noël, série disponible donc sur la plateforme Netflix depuis le 16 décembre dernier. La saison des séries, c'est fini. Merci Hélène d'avoir été avec moi pour ce dernier épisode de l'année 2022. Merci à toi Junior et surtout joyeux Noël. Joyeux Noël à tous et passez de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Notre retour se fera le 6 janvier prochain en mode un pilote presque parfait consacré au premier épisode de Dr House. La saison des séries reviendra dans la deuxième moitié du mois de janvier avec une très grosse série disponible sur OCS et qui a fait beaucoup parler en 2022. Voilà, je n'en dis pas plus. Un grand merci à toute mon équipe qui a participé à PPP ou à la saison des séries en 2022, Franck, Colline, Alexandra, Solène et Hélène. Et merci à tous les intervenants venus le temps d'un épisode. D'ailleurs, certains d'entre eux reviendront en 2023. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou de PPP, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Pour nous dire que vous nous aimez, vous pouvez nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les applications Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @piloteparfait et sur Instagram, la saison des séries. Je garde les meilleurs pour la fin, à savoir vous, chers amis auditrices et auditeurs. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité tout au long de cette année 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année à vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ho ho ho. J'ai envers. Bonne fête à tous, salut. Nights are getting shorter now, hot chocolate fills the air and Christmas cheer does too. Picking out your Christmas tree so loudly, the joy this time